Gros résumé cette semaine, on parle de A Brief Answer to Big Questions de Stephen Hawking, quelqu'un qui a marqué la cosmologie, quelqu'un qui a marqué la physique, quelqu'un qui a marqué l'imaginaire des gens, parce que si vous ne savez pas de qui je parle, faites une petite recherche. C'est quelqu'un qui avait une neurodégénérescence qui était enfermée dans le fond dans sa tête, qui arrivait à communiquer avec une voix robotique en bougeant à la fin de sa vie seulement sa joue. Et il a révolutionné quand même notre façon de voir l'univers. Et je pense que sa plus grande contribution, c'est qu'il a été un très bon vulgarisateur pour faire en sorte que, vu que la science fait partie de notre vie, que la science est de plus en plus dans la vie de tous les jours, mais qu'il y a de moins en moins de gens intéressés à comprendre ce qui se passe, il a redonné définitivement cet aspect un peu enfantin du désir de la découverte, du désir de comprendre les grandes questions. Et donc, si on résume en quelques phrases, en un paragraphe, en une seule idée, son livre, c'est vraiment de ne pas avoir peur de se poser les grosses questions, de ne pas avoir peur de se poser qui a créé l'univers, où est-ce qu'on est dans l'univers, est-ce qu'il y a de la vie extraterrestre, comment est-ce que notre corps fonctionne, de se poser ces questions-là, c'est ultra important et on n'a pas besoin d'avoir un post-doc pour pouvoir comprendre ces concepts-là. Et même ce qu'il dit, c'est qu'on devrait apprendre à comprendre ces concepts-là et on devrait les utiliser le plus possible dans la vie de tous les jours. Pas nécessairement pour devenir scientifique, mais pour faire avancer la science. Donc, il y a aussi un concept incroyable dont j'ai envie de parler tout de suite, c'est que pour lui, une des raisons de pourquoi est-ce que notre évolution est si rapide dans les 100 à 300 dernières années, c'est qu'on n'est plus comme une espèce animale qui a besoin d'attendre l'évolution naturelle pour pouvoir améliorer nos gènes et donc coder l'information. Ça prend très, très, très longtemps. Ça prend, dans un certain moment dans notre évolution, ça prenait 100 ans pour bouger un bit d'information dans les gènes qui va être transféré. Donc, un bit d'information, c'est comme la réponse oui, non à une situation. Il dit qu'en ce moment, notre ADN code environ 100 millions de bits. Par contre, un livre donne environ 2 millions de bits. Ce qui veut dire que si on lit une cinquantaine de livres, on vient de bénéficier d'autant d'informations que ce qui est codé dans notre ADN. Et ce qui explique que, premièrement, c'est extrêmement important d'avoir cette évolution-là, l'évolution du langage, l'évolution genre des livres, l'évolution de la technologie pour se transférer de l'information et de pouvoir reposer sur les avancées des générations passées qui nous permettent, dans le fond, d'aller plus loin dans notre avancée. Imaginez-le si on ne vous avait pas enseigné à parler ni à marcher, bien, ça vous prendrait très longtemps à redécouvrir ça. Si on ne vous avait pas enseigné comment l'électricité fonctionne, que la Terre n'est pas ronde, n'est pas plate, pardon, et qu'elle est ronde, elle est bien ronde, oui. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on peut aller au edge of the earth. Et bien, dans ce cas-là, ça nous prendrait beaucoup plus longtemps à redécouvrir ça à chaque génération. Donc, la première question à laquelle il veut répondre, et il amène une réponse scientifique, je ne veux pas offusquer des gens, c'est « y a-t-il un Dieu ?» Lui, sa vision des choses là-dessus, c'est qu'on a toujours utilisé le terme « un Dieu » et comme une personne ou une entité qui serait capable de faire les choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc, il y a beaucoup plus longtemps, on avait beaucoup de religions avec beaucoup de dieux parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas. Il y avait un dieu du tonnerre, un dieu des tempêtes, un dieu du vent, un dieu de l'océan. Et maintenant qu'on est capable d'expliquer le phénomène d'un orage, exemple, mais on ne dit plus que c'est le dieu du tonnerre qui est fâché. On ne dit plus qu'on a besoin de faire un sacrifice pour qu'il y ait de la pluie. Donc, ce qu'il dit, c'est que maintenant, on a une religion, la plupart des religions sont des religions avec un seul Dieu parce qu'il nous reste une chose à expliquer, l'origine de l'univers.
Et lui, là-dedans, il dit que c'est prouvable, dans le fond, que l'univers a été une création spontanée à partir d'un point. Et le truc qui est encore plus important à comprendre, dans le fond, c'est que l'espace-temps, le temps et l'espace sont des créations de l'univers. Donc, avant l'univers, on peut prouver, dans le fond, que le temps n'existait pas. Donc, il ne peut rien avoir avant l'univers. C'est dur à comprendre. C'est dur à se mettre ça dans la tête. Mais donc, en fait, il n'y aurait pas besoin d'une entité pour pouvoir créer l'univers. Ça peut être expliqué mathématiquement et avec les équations qu'on a. Parce que, en fait, Einstein nous a montré que E égale mc2, ce qui veut dire que la matière est égale à l'énergie est égale à la matière. Tout ce que ça nous prend, dans le fond, c'est de l'énergie et de l'espace. L'espace peut être créé au moment de... et pas peut être créé, mais est créé au moment de la formation de l'univers. Et on peut avoir des créations spontanées d'énergie. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin nécessairement d'un Dieu. Pour lui, Dieu, dans le fond, il faudrait plus que ça soit l'ensemble des règles de la nature. C'est pas une personne, c'est pas une entité, c'est un peu ce que Gunther Pauli dit. C'est pour ça qu'il faut respecter la nature et être aussi intelligent qu'elle, parce que c'est les règles qui nous gouvernent. Donc, c'est très intéressant si vous voulez le lire. Il y a même une vidéo YouTube, Is There a Need for a God, de Stephen Hawking, qui lui a valu, je pense, d'être renié du Vatican. Mais c'est intéressant au niveau scientifique et c'est ce qu'il dit, il ne faudrait pas avoir peur de se poser ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'il nous dit qu'il ne faut pas croire en Dieu, qu'il nous dit que c'est stupide, exemple, d'être religieux. C'est pas du tout ça, c'est plus de se poser la question et de voir un peu ce que la science nous dit. Après, ce qu'on veut croire, et c'est deux choses différentes, c'est totalement correct. Après, l'autre question dont il se pose, à laquelle il se pose, pardon, c'est comment est-ce que ça a commencé? Donc, là, il prend un concept, comment est-ce qu'il y a un commencement, dans le fond, à l'univers, à la vie? Puis sa réponse est oui, il y a un commencement. Pourquoi? Parce que si, exemple, on regarde le ciel, on a de la lumière qui nous arrive d'étoiles d'il y a des millions d'années. Et si l'univers était infini et avait toujours existé, mais dans le fond, le ciel serait tout le temps éclairé parce qu'on aurait reçu déjà toute la lumière de toutes les étoiles dans le cosmos, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'univers ne peut pas être là depuis toujours. Le télescope Hubble voit des galaxies qui sont à des millions d'années-lumière et donc, l'univers n'existe pas depuis seulement 4000 ans, exemple. On a déjà la preuve qu'il existe depuis des millions d'années. Hubble est aussi capable de voir que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et donc, ça prouve aussi que l'univers est en extension. Il a comme une... il n'est pas statique. Hawking a montré aussi qu'il y avait des micro-ondes qui datent microwaves, qui datent de la chaleur du Big Bang. Donc, on peut même remonter jusqu'à quand était l'univers. Et donc, la naissance de l'univers, autour de 13 millions d'années, on est capable même de le dater avec les microwaves, les ondes micro. Donc, l'univers avait déjà un début, et on en parlera après, une fin aussi. Les hypothèses, par contre, sont sur le fait que l'univers peut avoir plein de potentielles histoires et de façon illimitée. Et il y a plusieurs histoires. Il faut pouvoir voir justement dans quelle histoire on se trouve. Et une des histoires, les No Boundaries, c'est l'histoire avec celle qu'il faut qu'on choisisse une histoire où est-ce que la vie intelligente sur Terre est possible. Parce que toutes les histoires où est-ce que la vie intelligente n'existe pas, ben ça ne marche pas parce qu'on est là. Donc, il faut permettre que la gravité soit possible, par exemple. Il faut permettre qu'on soit dans une histoire où est-ce que c'est un monde à 3 dimensions plates pour que justement la gravité puisse exister, qu'il y ait la 4e dimension qui puisse être l'espace-temps. Lui, il a le modèle de l'évolution M, donc où est-ce qu'il y a 10 dimensions. Vous pourrez le lire, c'est assez intéressant. Mais donc, comment est-ce qu'on fait pour voir l'histoire, c'est d'accepter qu'il y a plein d'histoires possibles. Il faut trouver l'histoire où est-ce qu'il y a de la vie intelligente. Il y a sûrement, d'après lui, plusieurs univers aussi à l'extérieur et qui ont leur propre histoire aussi. Et est-ce qu'il y a de la vie, justement, à l'extérieur?
bien ça va dépendre de l'histoire de ces univers-là. La fin, bien, ça dépend de la matière qu'il y a dans l'univers. Dans le fond, s'il y a assez de matière dans l'univers pour pouvoir arrêter l'expansion de l'univers, un peu de la même façon que si je tire une balle vers le haut, bien, il y a un moment, la gravité l'attire, elle arrête de monter puis elle redescend. Si je veux casser la gravité, il faut que je l'envoie à 11 km/s, ce qu'on est capable de faire avec une fusée, mais pas avec une balle de fusil. Et donc, si à un moment, la gravité, parce qu'il y a assez de masse contenue dans l'univers, va l'arrêter, bien, il va y avoir un big crunch. Tout va revenir en une singularité d'une densité infinie. Et s'il n'y a pas assez de masse, bien, l'univers va continuer et dans le fond, la matière va se vider et au bout d'un moment, l'univers va se refroidir tellement qu'on va malheureusement tous mourir. Existe-t-il de la vie extraterrestre? Ça, c'est intéressant parce qu'on a tous déjà rêvé un peu à ça. On se dit, est-ce qu'on est les seuls? Et c'est comme une question un peu existentielle. Donc, la vie, c'est quoi? Pour la définition de la vie, du moins pour lui, il dit que c'est une liste d'instructions, dans le fond, et un mécanisme, donc un métabolisme, pour être capable de reproduire ces instructions-là. Nous, on a les gènes, c'est ça notre information, et on a notre métabolisme pour pouvoir se reproduire. Exemple, un virus, lui, c'est de l'ADN, mais il n'y a pas le mécanisme pour se reproduire, donc il faut qu'il soit un parasite qui rentre dans un système pour pouvoir se reproduire, mais c'est la vie quand même. Ce qui veut dire qu'on a déjà créé de la vie, parce qu'un virus informatique qui arrive à rentrer dans un ordinateur pour hijacker le disque dur pour être capable de se reproduire, bien, ça rentre dans les caractéristiques et dans la définition de la vie. Donc, c'est quand même un peu utopique, comme il dit, que la seule vie qu'on a réussi à créer pour le moment, c'est un virus. Donc, ça prend énormément de temps pour modifier l'information qu'on a dans notre ADN. Puis comme on a vu, une des plus grandes avancées, comme j'ai dit dans le fond au début, c'est le fait que maintenant on est capable de pas juste évoluer avec l'évolution de notre ADN. On évolue aussi en se transmettant de l'information. Et ça, c'est énorme. Il dit, dans le fond, au début, il a fallu des millions d'années pour qu'il y ait des atomes riches comme le carbone, tout ça qui se sont frappés les uns sur les autres pour développer une vie unicellulaire. Après, ça a fallu énormément de temps pour que ça devienne bicellulaire, mais ça a été un peu plus rapide. Puis ça a été encore plus rapide pour que ça devienne un poisson. Puis du poisson jusqu'à l'homme, ça a été encore plus rapide. Ça s'accélère au bout d'un moment. Et une nouvelle phase, on rentre dans le fond dans une nouvelle phase pour lui de l'évolution, parce qu'on est capable de se transmettre de l'information plus vite que notre ADN. Qu'on est capable de, un peu pour lui, être self-engineered. On commence à être capable de modifier l'ADN. Il dit que ça va poser des énormes problèmes. Qu'est-ce qu'on fait avec les anciens humains? Par contre, il dit que ça peut aider aussi au niveau que, il dit, par évolution, on a beaucoup d'agressivité parce que c'est pour la survie de l'espèce versus l'individu. On créait des guerres parce que comme ça, seulement les plus forts survivaient et c'était meilleur pour notre espèce. Pas bon pour les individus qu'on tuait, c'est clair. Mais ça, on a encore cette agressivité-là. Il dit peut-être qu'on peut modifier notre ADN pour s'enlever l'agressivité dont on n'a plus besoin et donc potentiellement ne pas s'auto-détruire. Pour lui, l'idée, ce serait dans le fond qu'il faudrait qu'on colonise les autres planètes, mais ça va être un voyage qui est très long. On peut concevoir des robots, par contre, qui vont avoir un programme qui est capable d'aller dans l'espace, exploiter des planètes pour pouvoir avoir les ressources pour se reproduire, en fait, ou se maintenir en état et continuer à coloniser l'espace. Et ça serait une espèce de vie. Pour lui, en fait, ça serait même peut-être une espèce de vie qui pourrait devenir problématique parce que ça pourrait devenir plus fort que nous si on ne fait pas attention. Donc, ça serait une vie qui, au lieu d'être basée sur la chimie, serait basée sur la mécanique et l'électronique. Donc, il se pose la grande question, parce que le sujet, là, c'est est-ce qu'il existe de la vie extraterrestre? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais été visité par des extraterrestres? Parce que comme il dit, si on avait été visité, on le saurait, ça pourrait pas être caché, parce qu'il dit que ça ressemblerait beaucoup plus à Independence Day, le film Independence Day, vu que on s'entend que nous, si on s'en va sur un nouveau monde, comme quand Christophe Colomb débarque et il rencontre les Amérindiens, c'est pas très bon pour les Amérindiens parce qu'il va imposer sa façon, il cherche un nouveau monde pour lui, pour que son peuple puisse fonctionner et ce serait un peu le même principe si on se fait visiter ou sinon on va dans une nouvelle planète et qu'il y a une vie qui est entre
l'exploitation des ressources. Et nous, il y a des bonnes chances qu'on éradique cette vie-là pour pouvoir utiliser les ressources. Mais il se dit donc, dans le fond, il y a 4 hypothèses qui peuvent dire pourquoi on n'a pas été visité. Bon, la première, qui est assez intense, dit peut-être que le fait d'avoir de la vie intelligente, donc d'avoir des gens comme moi qui sont en train de partager de l'information sur pourquoi est-ce qu'on existe, et vous qui écoutez ça, peut-être que ce n'est pas un avantage évolutif. Peut-être que ce n'est pas un avantage évolutif d'avoir de l'intelligence, parce que quand nous, on va tous mourir, si, exemple, il y a une collision entre la Terre et un météorite, bien, les bactéries vont encore exister. La vie unicellulaire va encore exister, elle n'a pas de conscience. Donc, peut-être que ce n'est pas un avantage évolutif, et donc c'est pour ça qu'il n'y aurait pas nécessairement de visite qui serait venue nous voir, parce qu'il n'y a pas de vie intelligence à l'extérieur. Il y a peut-être juste de la vie non consciente. La deuxième probabilité, ce serait que c'est tellement difficile, justement, d'être à l'état d'évolution où nous sommes en ce moment, et que ça soit timé avec la vie du Soleil, avant que le Soleil explose, avec le fait qu'on n'ait pas de collision entre les météorites et la Terre, qui pour lui est sûrement la raison de la disparition des dinosaures, que on est extrêmement chanceux, puis c'est pas arrivé nulle part ailleurs qu'il y ait une vie qui arrive à se développer autant que nous au niveau intelligence. Après, l'hypothèse numéro 3, qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec celle-là, moi j'espère que c'est pas la raison, c'est que si une vie devient aussi intelligente qu'on est en ce moment, elle est condamnée, entre guillemets, à s'auto-détruire. Et donc, c'est pour ça qu'on n'aurait jamais eu de vie qui dépasse cette intelligence-là pour être capable de venir nous visiter. Parce que c'est comme un peu signer notre arrêt de mort de devenir aussi intelligent et se poser toutes ces questions-là. Et ça finit par nous courir à notre perte. Lui, l'hypothèse qu'il préfère, c'est la 4e, qu'on n'a pas encore trouvé, dans le fond, de vie intelligente, mais qu'elle existe. Et que, dans le fond, c'est une des raisons pourquoi on s'envoie on essaie d'envoyer des messages dans l'espace puis tout ça. Il fait juste dire il faudrait qu'on soit prêt, parce que la journée où est-ce qu'on va être visité par des vrais extraterrestres, il faut qu'on soit prêt, parce qu'il y a des bonnes chances que ça ressemble, comme il dit, à Independence Day. Il faudrait peut-être que ce soit nous les premiers à les visiter. Est-ce qu'on peut prédire le futur? Ça, c'est son autre question. C'est intéressant, ça aussi, parce qu'on a tous vu aussi les films style Back to the Future puis tout ça. On peut prédire un peu le futur avec les lois qu'on a. Comme exemple, on peut dire c'est quand il va pleuvoir, mais c'est des probabilités. Il reste un degré d'incertitude. La physique quantique, dans le fond, pour le moment, on n'est pas capable d'avoir une équation, on n'est pas capable d'avoir de formules qui nous prédisent exactement où vont être une particule et sa vitesse dans l'infiniment petit. Si on sait où est-ce qu'elle va être, on ne saura pas la vitesse à laquelle elle se déplace. Si on connaît la vitesse, on ne saura pas où est-ce qu'elle est. Ça reste des pronostics. Ce qui fait qu'en ce moment, on n'est pas capable de prédire le futur. Il garde toujours de l'incertitude. Rien qu'en regardant une particule en physique quantique, en mettant de la lumière dans le fond dessus, ça change la position qu'elle a et sa façon de réagir. Donc, les limites de la prédiction, c'est principalement, d'après lui, à cause des trous noirs. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un fameux trou noir? C'est son autre question. Mais lui, il explique que, dans le fond, pour échapper à la gravité, comme j'ai dit, de la gravité terrestre, il faut 11 km/s pour être capable de s'échapper. Si on était sur le Soleil, il faut 617 km à la seconde. C'est fou, ça, là. La vitesse de la lumière, c'est 300 km/s. Donc, la lumière, c'est facile pour elle d'échapper à la Terre. C'est facile pour elle d'échapper à la gravité. Mais il dit, dans un trou noir, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'il y a une densité tellement grande que même la lumière ne peut pas s'échapper à cette gravité-là. Donc, il dit, si on a tout le temps de l'attraction, avant ça, il faut comprendre un peu c'est quoi la gravité. La gravité, c'est toujours de l'attraction. Il n'y a jamais de répulsion. C'est pas comme la force magnétique. Ça agit de très loin. Comme le Soleil, il y a de la gravité qui agit sur la Terre et c'est à 93 millions de milles. Genre, c'est fou. Mais donc, à la fin de sa vie, une étoile, lorsqu'il n'y a plus de réaction atomique dans son centre,
elle pourrait, si elle est tellement grosse, s'écrouler sur elle-même. Sa propre gravité pourrait l'attirer et ça pourrait devenir un point, une singularité qu'on appelle infiniment petit, mais infiniment dense. Et là, même la lumière ne pourrait pas s'échapper. Donc, si on regarde un trou noir, dans le fond, on ne voit plus la lumière. Au bord du trou noir, dans le fond, c'est un peu comme une chute d'eau. Une fois que... Tant qu'on est au bord, on a quand même une chance de s'en sortir, mais une fois qu'on commence à tomber, fait qu'on est au bord du trou noir, ben là, on est aspiré et c'est comme dans une chute d'eau, on ne peut plus revenir sur la partie qui est en haut. Quand le trou noir est relativement petit, ça risque de, si ça nous attirait, exemple, ça va attirer nos pieds plus fort que notre tête et ça va nous démantibuler. Et comme il disait, si c'est un trou noir extrêmement grand, donc la force d'attraction est encore plus grande, elle va être égale partout et donc on serait capable de rentrer dans le trou noir. Donc, comme il dit, si vous voulez être dans un trou noir, choisissez qu'il est extrêmement gros. Bon, c'est utopique, c'est clair. Il dit, si on rentrait dans le trou noir, on ne verrait pas quelque chose de très différent, sauf qu'aux yeux d'un observateur, quand on dépasse le edge, donc le bord du trou noir, bien, on disparaîtrait à jamais parce que notre lumière ne ressort plus. Et donc là, ça a posé un problème. Est-ce que l'information qui rentre dans le trou noir, elle est perdue à jamais? Et Hawkins s'est comme penché sur la question, et d'ailleurs, ça s'appelle les radiations d'Hawkins. Et il a trouvé que dans le fond, non, il y avait de l'information qui en ressortait. Ce qui crée, genre, dans le fond, une espèce de résidu de cette information-là, mais il dit qu'on ne peut plus l'utiliser. C'est un peu le principe de, si on prend un livre avec énormément de connaissances, bien, si on le brûle, rien ne se perd, rien ne se crée de Lavoisier. C'est clair, l'énergie est encore là, mais on n'a plus l'information. Il n'y a plus l'information qui était contenue dans le livre. Donc, c'est un peu le même principe avec le trou noir. On ne peut quand même plus avoir l'information, mais oui, il y a quelque chose comme une radiation, un peu comme la fumée du feu du livre. Il y a quelque chose qui ressort, mais l'information ne ressort pas intacte. Donc, peut-on voyager dans le temps? Bien, la Terre, l'univers, c'est une géométrie courbe. Si on fait un triangle à 4 angles droits sur la Terre, ça fait quand même un triangle. Donc, c'est pas comme en géométrie sur une feuille de papier où les angles d'un triangle sont toujours égaux à 180. Là, on peut avoir les angles d'un triangle qui sont égaux, exemple, à 270 degrés. C'est pas la même chose, c'est une géométrie courbe. Donc, dans l'espace-temps, l'espace et le temps, en fond, sont liés. Si je veux les coordonnées de où est-ce que je suis à un moment donné, bien, j'ai besoin des coordonnées, les 3 coordonnées pour me donner l'emplacement et j'ai besoin de la 4e coordonnée qui est l'heure et la journée, donc le temps. Le temps et l'espace, c'est lié ensemble. On ne peut pas les enlever. Donc, techniquement, mathématiquement, on peut on pourrait voyager dans le temps dans notre univers. Mais là, il se pose justement la question, pourquoi on n'a jamais été visité alors par des voyageurs du futur? Puis ça poserait aussi le problème de qu'est-ce qui se passe si je retourne en arrière et j'altère, lui il dit le paradoxe de genre quelqu'un retourne en arrière et tue ses parents. Lui, est-ce qu'il disparaît? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y avait comme une protection du passé multiple. Et donc, dans le fond, il y aurait quelque chose qui protège. Puis là, il parle d'un truc que je n'ai pas à 100% compris. Vous pourrez le lire, mais avec les atomes miroirs, qui ferait qu'on ne pourrait pas altérer, dans le fond, le passé si ça altérait sur le futur. Donc, d'après nos connaissances, c'est pas impossible de voyager dans le temps. Par contre, c'est extrêmement bizarre qu'on n'ait jamais eu des gens qui seraient revenus en arrière si c'était possible. Donc, il dit qu'il y a des bonnes chances qu'on n'y arrive pas. Après, il se pose la question, est-ce qu'on peut survivre sur Terre? C'est un peu la question qu'on regardait avec Gunther Pauli sur être aussi intelligent que la nature. Parce que d'après lui, si on n'est pas aussi intelligent que la nature, bien, ça va être ou les changements climatiques, ou une guerre nucléaire, ou une collision avec une météorite qui va faire que la race humaine va disparaître. Et donc, d'après lui, il dit que dans les 1000 prochaines années, il pense qu'il risque d'y avoir un problème avec le nucléaire.
et que pour lui, il pense qu'il faut donc apprendre à coloniser l'espace. Il dit que c'est en plus dans nos gènes de toujours être des explorateurs et que pour coloniser l'espace, on a besoin d'avoir un peu the theory of everything pour être capable de comprendre comment est-ce qu'on va être capable de, lui, il dit la vision de Star Trek, là, qui est dans 350 ans, il dit c'est possible, d'après lui. C'est possible, genre, qu'on soit capable d'encore avancer la science pour être capable de le faire, de voyager rapidement, d'avoir les modifications génétiques pour arriver à le faire aussi, d'avoir l'avancée électronique et biologique qui va complexifier les choses encore plus et de continuer à évoluer là-dessus. Il dit peut-être que ça va être des formes de vie qui sont différentes, qu'on n'est pas capable d'imaginer encore en ce moment. Mais d'après lui, à un moment ou un autre, que ce soit par une météorite ou une guerre nucléaire ou les problèmes climatiques, il va falloir qu'on apprenne, ça sera peut-être dans 3000, 4000, 5000, 1 million d'années, mais il va falloir qu'on apprenne à coloniser l'espace. Donc, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il faudrait qu'on colonise l'espace? La réponse est oui, d'après lui. Il dit que c'est même pas si cher que ça. Il dit en ce moment, avec seulement 0,25 % de la richesse mondiale, on serait capable de le faire parce qu'on dépense très peu là-dessus. Puis bon, en parallèle avec le lien avec le livre que je lis en ce moment de Diabetes Code, où est-ce qu'on se rend compte que 50 % des gens sont diabétiques. Tout ce qu'on dépense juste sur le diabète, si on le dépensait dans la colonie de l'espace, il dit c'est pas si compliqué que ça, on serait capable de le faire. Il faut apprendre à voyager plus vite. Donc un peu, il y a des nano spacecraft projects qui apprennent à utiliser la lumière pour se propulser. Donc ils vont à peu près à un quart de la vitesse de la lumière. Déjà là, ça devient plus faisable. Mais il dit dans le fond, il faut se rappeler du principe de la construction d'une cathédrale, où est-ce que l'architecte au début ne va pas nécessairement voir la fin, mais il faut qu'on se penche sur la question, puis oui, il faut qu'on arrive à comprendre comment voyager plus vite si on veut être capable de coloniser l'espace. Lui, il dit que dans les 100 prochaines années, il faut qu'on apprenne à avoir une base sur la Lune, puis après ça sur des exoplanètes, ou est-ce que même à l'extérieur du système solaire, au début peut-être sur des lunes comme Titan ou sur Mars, mais il faut qu'on apprenne à avoir la technologie de le faire, d'après lui. Est-ce que l'intelligence artificielle sera plus performante que nous? Lui, il dit, il faut déjà comprendre que notre cerveau n'est pas différent du cerveau d'un ver de terre. Le cerveau, exemple de l'électronique, comme un ordinateur, n'est pas différent qu'un ver de terre non plus. Donc pour lui, il dit, c'est utopique de penser que les machines ne vont jamais devenir intelligentes. Il dit, il faut déjà le savoir, il faut déjà se préparer pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'il dit, quand on a inventé le feu, on n'a pas inventé l'instincteur avant. Donc, on a eu les problèmes du feu aussi, en plus, en ayant ses avantages. Donc là, il dit qu'il faudrait qu'on se pose déjà les problèmes. Tu sais, exemple, avoir une kill switch sur le robot ou d'avoir... Il dit, il faut déjà qu'on se pose ça parce qu'il dit, la minute où est-ce qu'on arrive à créer des robots qui arrivent à être plus performants que nous, à faire l'avancée de l'intelligence artificielle, bien, ils vont s'auto-créer et ils vont aller à un rythme qu'on ne sera pas capable de suivre. Et c'est là le danger. Par contre, d'un autre côté, il dit, c'est là l'avantage aussi. Donc, lui, il voit ça d'une façon optimiste, qu'on pourrait utiliser ça pour améliorer la science médicale, pour améliorer d'être capable de se déplacer dans l'univers, pour résoudre des meilleurs problèmes. Mais il dit, tu sais, exemple, est-ce qu'on veut des armées de robots qui vont avoir le droit de tuer? Est-ce qu'il faut qu'on se pose des questions aussi? Est-ce qu'il va y avoir, il faut qu'on pense à des citoyens robots? C'est quoi le statut qu'on va leur donner? Donc, c'est toutes des questions qu'il faut qu'on se pose et qu'il faut déjà qu'on pense à régler avant de faire face aux problèmes une fois que ça sera là. Il dit que le futur, pour lui, c'est ce qu'on va être capable de faire avec le cerveau biologique amélioré de l'intelligence artificielle. Il dit que le nouveau, dans le fond, c'est vraiment de travailler sur être capable de connecter le biologique et l'électronique, ce qui est Brain-Computer Interface. Donc, ça peut être fait avec des électrodes ou même avec des implants. Et il dit que c'est définitivement ça, le futur. Il donne même des projets qui ont été faits pour les gens qui n'ont plus l'usage de leurs jambes, de faire des connexions entre le cerveau par des électrodes sans fil, genre qui pourraient aller connecter direct avec le bas du corps pour bypasser la colonne. Il dit ça, exemple, c'est fantastique. Et ça va permettre aux gens genre d'avoir une bien meilleure qualité de vie. Donc,
il dit, il y a une course entre la sagesse et la technologie. Soyons sûrs que la sagesse gagne. Et posons-nous justement ces questions-là. C'est encore son principe de, il faut s'intéresser à la science et se poser ces grandes questions-là plutôt que les ignorer pour être sûr d'être capable de faire face à la musique. Donc, il finit avec comment est-ce qu'on va créer le futur. La première chose, pas avoir peur de se poser des grandes questions. Il dit pendant très longtemps, poser des questions sur est-ce que la Terre est plate, on se faisait brûler. Poser des questions sur Dieu, on se faisait brûler. Ou irradier, ou exclure du Vatican. Il ne faut pas avoir peur de se poser des grandes questions si on veut pouvoir avancer. Il faut utiliser sa pensée pour explorer les territoires inconnus. Il dit assez souvent, on va explorer dans notre cerveau avant d'explorer pour vrai. Et Einstein, il y a des choses qu'on a confirmées seulement maintenant que lui, il avait exploré dans son esprit. Stephen Hawking, c'est exactement ça. Il explore tout dans son esprit. Donc, utiliser l'esprit pour pouvoir voyager dans l'espace, voyager dans le centre de la Terre, dans l'infiniment petit, pour être capable de modéliser et comprendre. Après, c'est de se rendre compte aussi que derrière tout génie, il dit, il y a tout le temps eu un professeur qui a eu un déclic. Lui, il a eu un professeur qui lui a montré que les mathématiques, c'était la vie. Et c'est grâce à ça, il dit, j'étais quelqu'un de très average à l'école. Sauf que j'ai eu ce désir d'apprendre et j'ai pas eu peur de me poser les questions que les gens trouvent ou tabous ou que c'est juste pour les enfants, comme il dit. Et il dit, il faut que les écoles inspirent. Il dit, le futur, dans le fond, de la race humaine, c'est la technologie. Fait qu'il faut qu'on soit intéressé à comprendre la science. Lui, il dit, les plus grandes avancées qu'on va avoir, ça va être l'exploration spatiale et l'intelligence artificielle. C'est la vision, dans le fond, qui dit qu'il faut améliorer. Moi, ce que j'aime aussi, c'est si on mixe ça avec Gunther Pauli, on peut comprendre que, dans le fond, d'après Stephen Hawking, le Dieu, ça serait les lois de la nature. Et si on vit selon les lois de la nature, on peut aussi vivre très longtemps sur Terre. Mais je ne suis pas du tout contre non plus que c'est dans notre ADN de vouloir explorer. Donc, il va falloir qu'on explore l'espace et ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle. Mais il pense fortement que notre plus gros problème qu'on peut avoir dans les 1000 prochaines années, ce serait le nucléaire. Et donc, dans notre futur, il faut essayer d'utiliser Internet comme un cerveau géant qui va nous permettre de développer des outils comme l'intelligence artificielle, l'exploration spatiale et d'utiliser la science pour créer le futur et explorer, dans le fond, de rendre la science attractive aux générations futures. Comme Ray Dalio disait dans Principle, « Be a shaper ». Soyez ceux qui créent l'avenir. J'espère que ça vous a fait rêver et j'espère que vous allez lire le livre extrêmement intéressant. À la semaine prochaine.